Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle table ronde et dans laquelle nous allons parler d'intelligence artificielle et de son utilisation par le rhumatologue. Et à mes côtés pour cet épisode spécial, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Alain Sarraut, PUPH de rhumatologie, chef du pôle recherche, santé publique et pharmacie et vice-président recherche du CHU de Brest. Bonjour professeur. À mes côtés également David Gruson, fondateur d'Ethikia, qui vise au déploiement d'outils de régulation positive, du déploiement de l'IA et de la robotisation en santé, et directeur de programme santé à domicile de la Poste Santé et Autonomie. Bonsoir. Et à mes côtés pour animer cet échange, le docteur Marie Benvigna, interne en rhumatologie et actuellement en thèse de sciences réalisée à UCSF sur les applications de l'intelligence artificielle en médecine. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors David, je me tourne vers vous pour commencer. Comment définissez-vous l'intelligence artificielle dans le contexte médical et plus spécifiquement en rhumatologie ? Merci de la question. Alors c'est un vaste sujet, mais pour faire simple, en fait, on peut dire que dans le champ de la santé, il n'y a pas de définition spécifique de l'IA en rhumatologie. En fait, il y a deux domaines qui sont distincts, mais connexes. Il faut bien les poser au départ, sans doute, pour fixer notre objet. D'abord, le champ de la robotique. Alors là aussi, c'est une expression un peu grand public qui vient de la science-fiction à la base. Si on voulait être plus précis, il faudrait parler de mécatronique, c'est-à-dire la partie d'électronique qui incorpore de la mécanique, ce qui tape, ce qui frappe, ce qui coupe. Et à ce domaine-là se rattache, mais aussi se distingue un autre, qui est celui de l'artificial intelligence. Comme vous savez, c'est une mauvaise traduction de l'américain. Si on voulait être plus précis, il faudrait parler d'informatique heuristique, c'est-à-dire de programmes mathématiques algorithmiques capables de proposer des décisions ou d'en prendre eux-mêmes. Donc vous comprenez que les deux domaines, la robotique et l'IA stricto sensu, l'algorithmique décisionnelle, c'est deux domaines qui peuvent se recouper ou pas. Vous avez des champs de robotique en santé qui incorporent de l'IA. Par exemple, en biologie, les chaînes d'automates de labo incorporent des systèmes algorithmiques. Et d'ailleurs, ça permet de comprendre que l'IA en santé, ce n'est pas quelque chose de nouveau, même si la vague de diffusion actuelle est vraiment massive. Et vous avez d'autres domaines de la robotique qui n'incorporent pas d'IA, comme par exemple le champ de la chirurgie, où il y a eu des grands progrès en robotique chirurgicale, mais qui ont consisté à augmenter la main du chirurgien, son geste, sans se substituer à sa décision. Et donc, sous le contrôle du professeur Barraud, dans le domaine de la rhumatologie, on est plutôt dans un domaine dans lequel les cas d'usage se centrent sur l'IA stricto sensu, c'est-à-dire de l'IA d'aide à la décision, où on va aider le médecin dans sa prise de décision, reconnaissance d'images, mais aussi en prévision d'épisodes de crise, comme dans le champ de la polyarthrite rhumatoïde. Donc voilà, pour bien fixer les idées, le domaine de l'IA, l'algorithmie décisionnelle, puis après, vous en avez de plusieurs sortes qui apprennent ou qui apprennent pas elles-mêmes, mais c'est ça un peu l'environnement. Et professeur Sarraut, pour vous, quels seraient les cas d'application pratique d'intelligence artificielle actuellement en rhumatologie ? Alors en rhumatologie, on a énormément de champs dans lesquels l'intelligence artificielle s'applique. Il y a tout d'abord tout ce qui est autour de l'image. Donc il y a l'image radiographique, mais aussi l'image anapathe. On pourrait aussi dire l'image génétique, l'image protéomique, l'image métabolomique. Et donc finalement, tout ce qui existe en biologie et en imagerie, en quelque sorte, imagerie au sens radiographique du terme, peut être en partie interprété par un algorithme, et donc on peut mettre de l'intelligence artificielle autour des images. Le deuxième grand domaine, c'est celui de la parole ou de la lecture, donc de l'écrit ou de ce qui est dit, où là, on a une possibilité d'avoir une interprétation par un algorithme de la parole, en tenant bien compte du fait qu'il est dit il y a ou il n'y a pas. C'est pas quelque chose qui est limité aux mots, mais à la phrase telle qu'elle est utilisée. Et puis, le troisième grand domaine, c'est l'apprentissage par renforcement qu'on utilise pour, par exemple, mettre au point des robots, donc un objet qui bouge essentiellement, qui pour l'instant n'est pas très développé en rhumatologie, mais ça pourrait venir demain, notamment pour des gestes techniques automatisés. Donc, on voit que le champ est énorme, et là, on parle que de la rhumatologie, et après, il y a ce que le rhumatologue va pouvoir utiliser en dehors de la rhumatologie. Et là, je pense que quand on dit intelligence artificielle, en fait, c'est comme de dire, quand est-ce qu'on utilise un algorithme, comme on l'utilise presque tout le temps,
on peut dire qu'il y en a partout dans les objets connectés, dans les applications, dans l'utilisation de l'ordinateur, etc. David, la mise en place des algorithmes d'intelligence artificielle requiert beaucoup de données pour entraîner les modèles et augmenter leur performance. Quand on connaît la sensibilité des données de santé, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les grands principes éthiques qui doivent accompagner la collecte et l'exploitation des données médicales pour développer des modèles d'IA? On a un cadre très précis, effectivement, qui s'applique, qui fait de la France, de l'Europe, l'endroit au monde où le traitement des données de santé est le plus protégé, avec des outils comme le règlement général sur la protection des données européen, des réglementations aussi plus générales qui tiennent à la protection du secret médical, au respect des règles de déontologie. Donc la donnée médicale, c'est une donnée très sensible qui implique le respect de principes, le respect de méthodes de traitement, avec des éléments de rigidité, des éléments de souplesse, avec des méthodologies de référence qui ont été éditées par la CNIL pour faciliter certains usages. Simplement, ce que je voudrais dire en écho à l'échantillon que le professeur Sarro vient de montrer, c'est qu'il faut bien réaliser que ces règles relatives aux protections de la donnée, du point de vue éthique, doivent être mises en balance avec l'intérêt du développement de ces systèmes d'IA. J'ai eu l'honneur de co-diriger les travaux de préparation du volet numérique et IA de la loi de bioéthique pour le comité d'éthique avec Claude Kirchner, qui est président du comité d'éthique d'INRIA. Et en fait, dès 2018, l'avis 129 du CCNE, qui a été réitéré dans un avis 141 en 2023, montrait que le risque éthique précisément afférent à l'IA principale, ce serait d'en bloquer l'usage, d'avoir une approche trop fermée. Parce qu'il faut bien réaliser que dans un environnement où le numérique rend plus poreuses les frontières entre systèmes de santé entre elles, si on a une approche trop fermée dans un cadre déjà très protecteur en France, en fait, on va être contre-productif en facilitant l'importation de systèmes conçus dans des cadres moins protégés que le nôtre. Il faut bien gérer cet équilibre. C'est ce qu'on a essayé de faire dans la loi de bioéthique, dans le règlement européen sur l'IA, qui introduit le principe de garantie humaine comme voie de passage de régulation positive, en fait, si on veut. Une application, on sait qu'il y a eu une révolution un peu récente dans l'IA avec l'apparition de ce qu'on appelle les large language models et de l'IA générative. Quelles applications vous y verriez en médecine, en particulier sur la gestion des comptes rendus et éventuellement les limites éthiques associées à cela? Alors c'est vrai que pour le rhumatologue, l'intelligence artificielle a été concrétisée, est devenue un outil visible une fois qu'on a eu en gros ChatGPT ou équivalent. Avant, tout le monde utilisait un peu l'intelligence artificielle, mais sans le savoir, en ayant une reconnaissance faciale sur son téléphone, par des objets connectés de la médecine, mais où vraiment le rhumatologue a pu s'approprier, c'est quand il a pu parler à ChatGPT. Alors, c'est une révolution. Je pense qu'on n'a pas vécu beaucoup de révolutions aussi importantes, en ce sens qu'il y a 2 ans, c'était même pas concevable, on va dire, ou peut-être il y a 3-4 ans, pour le commun des mortels. Bien sûr, ceux qui travaillaient déjà dessus en avaient une idée, mais pour le commun des mortels, c'était pas trop envisageable qu'on puisse dire par la parole à son téléphone, fais-moi une image de tableau de Van Gogh, mais qui représente l'église de mon village. Il faut reconnaître, c'est quelque chose qui est complètement bluffant. Donc, comment est-ce que ça va pouvoir être utilisé? Le champ des possibles est monstrueux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on donnera à la base des informations de qualité et en quantité, elle pourra répondre à peu près à toutes les questions. Alors, le problème aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une hallucination de la part de l'outil qui peut éventuellement inventer, parce que quand il ne sait pas, il a tendance à inventer. Si on ne lui dit pas sur quelle base il doit aller chercher, il peut aller chercher à des endroits où ce n'est pas fiable. C'est comme quand un enfant va sur Internet, ce qu'il va trouver n'est pas forcément ce qu'on aurait souhaité qu'il y trouve. Eh bien, c'est pareil quand on le fait avec ce genre de moteur. Ce qui fait qu'il va falloir apprendre à utiliser cette révolution comme il a fallu apprendre à utiliser Internet. Aujourd'hui, on ne s'est pas remis d'Internet. Il y a beaucoup de gens qui sont toxicomanes à Internet au point qu'ils n'endorment pas. Il y a des gens qui sont devenus complètement incultes à cause d'Internet. Et il y a des gens qui sont persuadés d'être des grands spécialistes parce qu'ils vont régulièrement voir des fake news sur Internet. Eh bien, on aura la même chose. Donc, oui, c'est une révolution. Oui, le champ d'application va être énorme pour l'aide au diagnostic, pour dépister les cas dans notre base de données personnelle, pour aider à choisir une molécule. Le champ est énorme,
mais on vient juste de l'ouvrir et il va y avoir toutes les difficultés de trouver le compromis entre jusqu'où on doit aller, jusqu'où il est éthique de l'utiliser, mais jusqu'où est-ce qu'il serait pas éthique de ne pas l'utiliser alors qu'on en a les possibilités. On est aujourd'hui dans une véritable course à celui qui développera les modèles les plus performants et efficients avec des concurrents qui sont aussi bien des acteurs privés que publics et ce à échelle internationale. David, quels défis techniques voyez-vous pour l'entraînement des LLM en santé? Je partage complètement, ce que vient de dire le professeur Sarr. On en est sans doute qu'au début de la compréhension de ce qui va se passer. Alors néanmoins, si on fait la photo à date, sur l'application de ces modèles d'IA générative, à mon sens, il y a, 3 champs, applicatifs qui sont fonctionnels. Et le troisième pose, vous allez voir, des enjeux, déjà, majeurs sur le plan des prises de décision, politiques. Premier champ, le domaine de la, fabrication de contenu de formation. Vous pouvez, dès aujourd'hui, sur des contenus de formation médicale, paramédicale, construire des contenus de vidéos, d'images, qui sont avancés avec les modèles LLM. Alors évidemment, il faut, vous l'avez dit, les superviser, les contrôler. Tout n'est pas parfait, mais néanmoins, c'est une première matière qui est, de bon calibre. Deuxième champ d'usage qui est, important, significatif, la synthèse de la littérature scientifique et médicale. Demander, à un objet de LLM généraliste de faire une synthèse de ce qui a été produit sur les 18 derniers mois sur la polyarthrite rhumatoïde. Il produira une synthèse de bon calibre, pas parfaite, qu'il faudra vérifier, mais néanmoins, c'est une accélération majeure, de l'analyse des, publications, dans le champ, médical, des publications en général. Et le troisième champ, qui est sans doute plus sensible, c'est le domaine de l'IA générative appliquée au dossier médical. La capacité à synthétiser le dossier médical d'un patient donné et d'accompagner son parcours en permettant de répondre aux questions des professionnels. Et c'est là où il y a un choix à faire. Alors, c'est là une minute sur ce qu'on fait à la Poste. On a conçu un outil qui s'appelle Dalvia, qui est en fait un moteur d'IA générative avec des briques fabriquées par DocaPost, la filiale numérique de la Poste, et Mistral AI, qui est une boîte française d'IA générative, qui synthétise le dossier médical. Alors, d'autres le feront, d'autres le font déjà, mais vous voyez que sur ces sujets, le point n'est pas nécessairement que ce soit la Poste ou un autre qui le fasse, c'est que si on applique sur de la donnée médicale en tant que telle des moteurs d'IA générative dont les bases technologiques ne sont pas dans le périmètre applicatif du règlement général sur la protection des données, on exfiltre nos données de santé hors de ce périmètre. Et par ailleurs, on contribue au réentraînement de modèles qui ne sont pas européens et donc d'une certaine manière à la perte de souveraineté numérique de nos outils. Et là, cette bataille, elle se mène dans les 18 mois qui viennent. Sinon, on perdra la maîtrise des grands outils de synthèse de nos dossiers médicaux. Professeur Sarraud, quels seraient selon vous les bénéfices et les risques de cette technologie dans notre pratique quotidienne? Les bénéfices et les risques sont malheureusement très nombreux. Les bénéfices, on peut imaginer qu'on pourra faire énormément de choses beaucoup plus vite, notamment ce qui n'est pas de l'extrême compétence, mais ce qui est répétitif. On n'aime pas faire ce qui est répétitif. Par exemple, si vous avez une radio et que déjà l'ordinateur peut vous dire c'est pas la peine de regarder ces 90%, je sais déjà le résultat, regardez plutôt que ces 10% où il semble y avoir une anomalie, ça nous économiserait un temps fou. S'il pouvait y avoir une interprétation, imaginez par exemple, vous voyez des frottis utérins qui sont faits à toutes les femmes régulièrement, à lire, c'est extrêmement long. Si la machine dit déjà c'est 95%, c'est pas la peine de le regarder, regardez que c'est 5%, ça allège énormément le temps médical. Donc en rhumatologie, on peut imaginer, nous, tout ce qui est par exemple dépistage opportuniste de l'ostéoporose sur des radios qui seront faites pour autre chose, ça serait fait en automatique, c'est quelque chose d'extrêmement pratique pour nous. Et on pourrait nous reprocher de ne pas l'utiliser puisqu'on l'aura à disposition. Donc on pourrait nous dire, ou bien si on rate un cancer, on fait une radio pour rechercher de l'arthrose au niveau lombaire, et il y a un petit cancer surrénal, et on le voit pas parce qu'on regarde pas la surrénale en systématique. Si la machine peut faire ce dépistage opportuniste, c'est un gain évident. Donc le bénéfice, je pense que ça se discute pas. Il y en a plein pour tout ce qui est du dépistage. Après, il y a aussi pour ce qui est très rare. Parce que quand on ne connaît pas quelque chose, la machine elle peut les fouiller pour nous et donc nous mettre un petit warning en disant attention, ce patient il a à la fois une anémie plus une suspicion de myélodysplasie plus des arthrites. C'est donc peut-être le syndrome de Vexas qui a été décrit il y a 4-5 ans. Un médecin qui ne connaîtrait pas pourrait être énormément aidé. Bénéfice, facile, on voit où ils sont. Le problème, c'est les risques. Le premier risque que je vois, c'est la perte de compétences. Aujourd'hui, vous demandez à un enfant le nom d'un papillon,
vous lui demandez de reconnaître un champignon, vous lui demandez d'écrire avec une orthographe correcte, ça n'existe plus. On a perdu ces compétences totalement. Et pourquoi? Parce que les enfants savaient que dans leur téléphone, il y avait la réponse. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils auraient appris des choses alors qu'ils n'en avaient pas besoin? Autrefois, vous alliez chercher les champignons, vous n'alliez pas avec votre encyclopédie sous le bras. Si vous ne les reconnaissiez pas, vous ne les rameniez pas. Et donc, le risque qu'on va avoir, c'est que les médecins, faisant confiance à l'outil, perdent complètement le contrôle. Ils ne seront plus examinés parce qu'en fait, l'IA va faire une façon de faire diagnostic sans examen. Ils ne seront plus interprétés parce qu'ils ont perdu la capacité cérébrale à faire de l'interprétation. Ils ne seront plus décidés du traitement parce que l'algorithme leur dira pour ce patient précis, c'est tel traitement, etc. Ce qui veut dire qu'effectivement, on est sur une période charnière où il faut qu'on réfléchisse bien et qu'on ne perde pas la compétence en même temps. C'est-à-dire que si on veut bien utiliser l'intelligence artificielle, il faut toujours se dire, le jour où on ne pourra plus l'avoir, il faut qu'on ait gardé la compétence d'avant, et ça va être un sacré challenge. En mars 2024, l'Académie de médecine publie un rapport qui explique que l'usage des systèmes d'intelligence artificielle génératifs par les professionnels de santé doit se généraliser. Il serait contraire à l'éthique de se passer de l'aide de ces outils. David Gruson, est-il éthique de se passer totalement de l'IA quand on est médecin ou au contraire de trop s'y fier? C'est la vraie question, hein, ce que le professeur vient de dire très justement, ce que le comité d'éthique avait posé. Il faut trouver une voie de passage. Et à vrai dire, la position qu'a pris l'Académie, la position qu'a pris le comité national éthique sont des positions courageuses, qui sont des positions d'ouverture à l'innovation. C'est une lecture un peu inverse du principe de précaution. C'est-à-dire qu'on va, plutôt que de réglementer avant de s'ouvrir, on va s'ouvrir en régulant. Et donc, ça veut dire qu'il faut prendre une position d'acceptation d'une part de prise de risque d'innovation, mais en contrepartie de déploiement de méthodes claires de management du risque, auditables, traçables. Et c'est le sens de ce que j'évoquais tout à l'heure rapidement, l'idée de garantie humaine de l'IA, une supervision humaine régulière, traçable, effective, proportionnée. C'est ce que prévoit déjà l'article 17 de la loi de bioéthique de 2021. C'est ce que va prévoir à partir d'août 2025 pour tous les systèmes d'IA générative le règlement européen sur l'IA, l'AI Act, qui a été publié le 12 juillet dernier et qui va imposer ce contrôle humain. Pour les concepteurs, c'est l'article 14. Pour les utilisateurs, c'est l'article 26. Alors, il ne s'agit pas d'avoir un rhumatologue au-dessus de chaque système d'IA H24, sinon ça ne servira à rien, mais d'établir un dosage, des éléments de collégialité avec les représentants de la profession. Et évidemment, la Société française de rhumatologie peut jouer un rôle majeur là-dedans. C'est ce qu'on fait, nous, avec Etikia, en construisant des écosystèmes de garantie humaine. Il y en a déjà une dizaine en place dans des aires thérapeutiques comme la radiologie, le bucco-dentaire, l'oncologie avec Unicancer. Et là, il faudra construire cet écosystème dans les mois qui viennent pour pouvoir étalonner les outils, les monitorer, proposer de la transparence, de la confiance dans le déploiement de ces systèmes. Et il y aura des sanctions lourdes assorties à cet Act, 3% du chiffre d'affaires mondial du concepteur ou de l'utilisateur. Le médecin, l'établissement qui ne s'assurerait pas de cette labellisation prendrait le risque d'être exposé lui-même à ces sanctions. Donc c'est voyez, une logique à la fois qui est à la couleur et l'odeur du RGPD, mais pas tout à fait le contenu, parce qu'il y a cette idée d'ouverture au risque, de management du risque, qui donne une plasticité pour s'ouvrir à l'innovation. Professeur Sarraud, vous voulez peut-être rebondir aussi. Est-ce que ce serait plus éthique de se passer de l'IA en tant que médecin? Je crois qu'aujourd'hui, s'en passer n'est pas possible. C'est comme de dire une voiture ne doit plus utiliser l'intelligence artificielle, je pense que c'est extrêmement difficile. Donc non, on s'en passera pas, mais il va falloir trouver donc la juste combinaison. Je suis tout à fait d'accord, hein, c'est une voie étroite qu'il faut rechercher pour qu'on en ait à la fois des bénéfices et pas trop d'inconvénients. Et donc, comment le principe de responsabilité se répartirait-il lorsqu'un médecin utilise l'intelligence artificielle? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est le même problème que celui de la Google Car. Aujourd'hui, on serait capable d'avoir des voitures qui conduisent seules. Je pense que, en tout cas sur les autoroutes, c'est quelque chose qui pourrait être au point. Mais si jamais il y a un accident, on ne sait pas qui serait responsable. Eh bien, en médecine, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on utilise l'intelligence artificielle et qu'on fait une erreur, on peut toujours nous reprocher de ne pas avoir regardé la radio. Donc, il faut qu'on ait une confiance assez absolue dans l'outil
ce qui fait qu'il ne faut pas lui donner non plus une confiance totale. Par exemple, pour le choix thérapeutique, il y a eu le problème avec une intelligence artificielle qui a été développée pour le choix des traitements anticancéreux. Il y a eu des problèmes. C'est ennuyeux à la fois pour la société qui l'a développée, pour les patients qui ont malheureusement été maltraités, puis pour les médecins qui, entre les deux, auraient dû normalement corriger. C'est comme un pharmacien qui ferait confiance à une machine pour donner un médicament. Il est quand même un peu aussi responsable. C'est un vrai problème. David Gruson, quelles seraient vos recommandations pour les médecins qui souhaitent intégrer l'IA dans leur pratique, mais aussi garantir l'éthique? Eh ben, la première recommandation, c'est d'essayer qui est finalement la plus simple à formuler et peut-être, professeur, la plus compliquée à exécuter en pratique. Vous en avez déjà donné la quintessence, c'est garder les yeux ouverts, autant que faire se peut. Une dose d'esprit critique pour pas devenir un presse-bouton de recommandations faites par l'IA. Et c'est facile à poser, mais on voit bien, et là, le professeur Sarro en a tracé la perspective, qu'au fil du temps, au fil de l'injection de l'IA dans les pratiques, ça va devenir de plus en plus compliqué si on n'intègre pas ces outils de garantie humaine, de la conception jusqu'à l'application en vie réelle, et si on n'insère pas cette sensibilisation à l'IA dans les formations médicales, initiales et continues. À la fois sur le fond des cas d'usage, il ne s'agit pas de transformer les médecins en algorithmiciens, mais de leur donner ce réflexe de la prise de recul, la prise de distance, tout en étant conscient des avancées majeures que représentent ces outils, du potentiel qu'ils représentent pour leurs patients. Donc c'est ce cheminement-là qu'il faut trouver, mais d'abord l'esprit critique. Et en fait, finalement, en disant ça, on n'invente rien. Euh, petite référence historique en sciences cognitives des interactions avec l'informatique. En 1978, un auteur qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Paul Václavic, c'est l'école de Palo Alto, avait écrit un bouquin qui s'appelle La réalité de la réalité. Et donc, dans le monde de 78, on est 20 ans avant l'Internet grand public, qui décrit une société, le téléphone, dans lequel progressent de manière vertigineuse déjà les échanges de messages, d'informations. Et il a cette intuition, il dit dans la société contemporaine, il y a un seuil d'échange d'informations au-delà duquel finalement on finit par ne plus percevoir le réel du réel. C'est le monde du risque de fake news généralisé et on y est. Donc pour autant, il ne faut pas se priver de ces moyens modernes, mais en même temps garder la dose de distance. Si on se projette dans les 5-10 prochaines années, quels changements, enfin, quelles applications vraiment très proches de l'intelligence artificielle voyez-vous, et comment nos auditeurs pourraient se préparer pour utiliser l'IA au mieux? Alors, je pense que c'est très difficile de faire un pari à plus de 5 ans pour des raisons, je dirais, de géopolitique. Parce qu'il est quand même assez vraisemblable que, soit pour des raisons de guerre, soit pour des raisons de matériel métallique, de conflits, on se retrouve à une période où on ne puisse plus continuer à développer comme on développe aujourd'hui l'intelligence artificielle. Donc, je me garderais bien de dire dans 5 ans, dans 10 ans, ça va se passer comme ça. Peut-être d'ailleurs que les politiques auront tendance à dire il faut qu'on freine parce que là, on voit toutes les conséquences. On n'arrive pas à les gérer. Il y a trop de fake news. On se rend bien compte que là, il y a un problème quand même. Les élections sont plus possibles. Enfin, plus rien n'est possible. Les gens voient que des trucs auxquels ils croient alors que c'est faux. Donc, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la vitesse où on va, l'intelligence artificielle pourra nous remplacer pour énormément de choses et nous simplifier la vie. Mais je vais vous donner un exemple qui peut intéresser le rhumatologue, mais pas que le rhumatologue, c'est celui des statistiques. Aujourd'hui, vous pouvez très bien mettre votre base de données dans un logiciel qui vous dit quels sont les tests statistiques à utiliser pour répondre à votre question. Donc, vous pourriez très bien parler, comme dans ChatGPT, de dire fais-moi les statistiques pour comparer les grands aux petits dans le groupe des polyarthrites rhumatoïdes. Et la machine, elle va très bien savoir que si c'est des données binaires, on les compare avec un Ki2. Si c'est des données continues, on les compare avec un t-student. Si c'est pas une courbe gaussienne, on va utiliser plutôt un test non paramétrique, etc. Et donc, la machine peut le faire très bien. Et quand j'ai proposé aux statisticiens qu'on se dote de ce type de logiciel pour aider les internes à faire des statistiques, ils m'ont dit « Ah ben non, parce que si on fait ça, pour le coup, c'est du pouce-bouton. Déjà qu'ils ne comprennent rien aux statistiques, ils vont encore moins comprendre. »
Et donc, ce n'est pas leur rendre service. Et quand j'y réfléchis, c'est évident. Il vaut sans doute mieux apprendre à faire d'abord à la main les statistiques et puis ensuite, éventuellement, utiliser le presse-bouton. Eh bien, je pense qu'on va avoir cette réflexion à assez court terme. Il y a des choses qui vont être trop compliquées pour qu'on les gère. Quand on aura 800 médicaments pour une même maladie et que ça devrait être appliqué en fonction d'une donnée biologique, on ne sera pas capable de le faire. Donc, on sera obligé de faire confiance à la machine. Mais il faudra qu'on garde, pour tout ce qui est encore compréhensible par l'humain, cette compétence. Et c'est un peu là-dessus qu'il va falloir faire très attention, être encore capable donc de faire un examen clinique, etc. Et malheureusement, je crois que l'intelligence artificielle, il faut considérer que c'est quelque chose qu'on aura en plus, mais pas à la place. Professeur Tsaro, je reste avec vous. Quelles sont les limites de l'IA ? Alors les limites, il n'y en a malheureusement pas, je pense, parce que, vu à quelle vitesse on va, on arrive à peu près à tout faire avec des outils qui ont de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui fait, mais l'intelligence artificielle permet aujourd'hui à peu près de répondre à toutes les questions que l'homme se posait, ou en tout cas, elle pourra contribuer à y répondre. Donc, je pense qu'elle n'a malheureusement pas de limite. Et donc, si on continue comme on le fait, on pourrait même un jour quand même un peu disparaître. Alors, on arrive à la fin de cette interview. David, pour finir, quelles ressources recommanderiez-vous aux médecins qui veulent se former à l'IA après avoir écouté notre épisode ? De le réécouter. Et puis, vous avez un matériau, en tout cas de sensibilisation intéressant. Je citais les rapports du Comité national d'éthique. Pour entrer dans le sujet, on a publié un rapport avec Ethikia, avec le think tank Terra Nova au mois de juillet, qui fait un panoptique des cas d'usage, qui évoque d'ailleurs le sujet de la rhumato, qui présente les enjeux d'accompagnement de métier, les enjeux éthiques. Et puis, c'est de garder un petit peu les yeux ouverts, on le disait tout à l'heure, c'est ça le sujet qui bouge. En même temps, c'est un monde passionnant. J'ai un grand garçon qui est à quelques jours de passer ses concours de première année de médecine. Oui, je croise les doigts. Et il me parle de ce sujet, ça le fascine, ça le passionne, ça l'inquiète un peu. Et je le rassure parce que je lui dis que s'il a la chance de réussir ses études de médecine, dans un rapport qu'on a fait pour l'Institut Montaigne en 2019, c'était un peu à l'époque le grand thème du radiologue espèce en voie de disparition. Puis on est allé en analysant les choses, d'assez près, à rebours de cette idée, en disant que finalement, l'IA ne ferait pas disparaître les spécialités médicales, qu'elle aboutirait au contraire, faire évoluer les métiers vers des fonctions à plus haute valeur ajoutée. Et je pense qu'avec l'arrivée de l'IA générative, c'est ce qu'on observe. Et à contrario, les fonctions support du système de santé, et puis plus largement les métiers de l'édition de contenu, là, sont réellement chamboulés. Mais l'IA bien davantage une chance pour les métiers médicaux et soignants qu'une menace, à condition que la garantie humaine reste placée au centre des enjeux. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les deux pour votre intervention et un grand merci à toi, Marie, pour cette co-animation. Merci à vous. Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées et à très bientôt pour un nouvel épisode.